Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons ce 10h midi avec les débats avec Alex Darmon, journaliste politique. Bonjour. Bonjour Valérie, on vous retrouve tous les vendredis. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent. Vous êtes dans La Vérité en face, présenté par Patrick Roger face à Eric Tegner. Et on peut vous retrouver également sur votre chaîne YouTube Les Indécis. Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, aux éditions Michel Lafon. Jérôme le sondage IFOP hier de Frédéric Dabi vous donne, vous donne raison. Peut-être voilà. 55 ans, voilà. attention. Hein. Ouais, mais avec Laurent Wauquiez à 3. Wauquiez, oui. Bon, bref. Jérôme Dubu, membre du Polydé d'Horizon. Effectivement, Horizon avec Édouard Philippe se porte plutôt très bien. Et Jean-Baptiste Moreau, bonjour, porte-parole du think tank Agriculture et Stratégie. Et vous êtes ancien agriculteur, ancien député. Le conclave débute aujourd'hui. L'Assemblée nationale adopte un texte demandant la libération immédiate de Boualem Samsal. On va en parler avec vous, Arnaud Benedetti, puisque vous êtes à la tête du comité de soutien pour la libération de Boualem Samsal. J'avoue que j'étais très choquée de voir que 28 députés ont voté contre ce texte. C'est absolument insensé. Emmanuel Macron qui accueille le président syrien, on en a un peu parlé hier, mais je pense qu'il faut en reparler aujourd'hui. Réguler l'installation des médecins. Bref, beaucoup de sujets avec vous. Alex, on va commencer avec vous. Nous sommes le 7 mai aujourd'hui. 1995, voilà, ouais. Je me rappelle, j'avais 8 ans, ouais. Et c'était l'élection présidentielle de Jacques Chirac, ça fait 30 ans, jour pour jour. C'est vrai. Et c'est moi mon premier souvenir politique. Et je me rappelle vraiment des rues de Paris qui étaient inondées. C'était une façon de faire de la politique autrement. Jacques Chirac inondé de gens, de soutien de Chirac. De gens. Rassurez-nous, de gens en tout cas, mais c'était une autre façon de faire de la politique. Et c'était, on se rappelle, Jacques Chirac était donné perdant sur cette élection présidentielle. C'était sa 3e candidature. Et il avait gagné contre tous les pronostics, déjoué tous les pronostics. Et ça fait 30 ans. Aujourd'hui, c'est quand même, je trouve, incroyable de se dire que aujourd'hui, 30 ans plus tard, quand vous regardez un peu le paysage politique, quand vous regardez un peu la situation, quand vous regardez l'éclatement des clivages politiques, plus rien n'existe de cette époque. Et même pas la façon aussi, parce qu'il faut quand même reconnaître ça, Jacques Chirac, il avait une façon de faire de la politique. C'est, vous savez, un petit peu un personnage romanesque. Jacques Chirac. Et je suis d'ailleurs toujours étonné, et je le dis en tant que producteur, que personne n'ait pensé à faire une série sur cet homme-là. Une série de fiction, ça serait peut-être une bonne idée. Il a quand même été très détesté. Il a quand même été. Maintenant, oui, c'est ça. Il est glorifié maintenant, mais il ne l'était pas. Bon, il ne l'était pas à l'époque. Comme tous les politiques qui quittent la politique, ils sont toujours adorés après. Moi, c'était la première élection présidentielle que j'ai participé. J'avais juste 18 ans, donc voilà. On n'a pas le même âge. Mais voilà, bon, j'avais pas voté Chirac, malgré le fait que ce soit mon voisin et que c'était quelqu'un que je connaissais globalement bien, mon voisin, puisqu'il était de Corrèze et qu'il a longtemps navigué sur les routes de Corrèze et du Limousin globalement, donc je le connaissais relativement bien, moins à l'époque, mais je le connaissais pas mal, mais j'avais pas voté pour lui, mais c'est effectivement un souvenir, voilà, c'était les premières élections présidentielles auxquelles on participait. Moi, pour moi, le président, il s'appelait François Mitterrand toujours, puisque depuis que je suis né, c'était lui qui était, que j'avais conscience de la politique, c'était lui le président de la République, donc c'était c'était quelque chose de marquant, effectivement. Moi, c'est un souvenir cruel, parce que j'avais soutenu Édouard Balladur au premier tour, j'avais soutenu Jacques Chirac à 2 reprises, c'était mes premières armes politiques en 81, j'avais soutenu au premier tour et Giscard au 2e tour. Alors bis repetita en 2008, en 88, où malheureusement il se prend une claque monumentale contre François Mitterrand à la suite de la première cohabitation, alors que le bilan de 86-88 avait été excellent. C'était la première fois où on avait un mouvement libéral, de libéralisme en France, qui s'appliquait avec Édouard Balladur, qui était ministre de l'économie. Et puis en 95, j'avais choisi Balladur, pour X raisons. Et malheureusement, 2 ans plus tard, Monsieur Chirac nous ramène la gauche. Voilà, donc... Enfin, je reste un peu circonspect sur le bilan du personnage que j'aimais beaucoup, mais qu'en tant que président, je n'ai pas beaucoup apprécié. Voilà. Il a été meilleur Premier ministre que président de la République, ça c'est sûr. Il a été réélu, hein.
Pour être élu, oui. Mais il a été réélu suite à une cohabitation. Mais peut-être, mais il a été réélu. Il a été réélu. Le deuxième mandat n'a pas été très bon non plus. Il est élu en 95 et en 97, il nous ramène Lionel Jospin et toute la gauche. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de sèche, et c'est la une de Paris Match, avec Jacques Chirac avec un Walkman sur les oreilles. Oui, mais c'était l'idée à l'époque où pour devenir président de la République, il fallait souffrir beaucoup, avoir été souvent candidat. Il avait été un peu dans la trajectoire de Mitterrand. Mitterrand avait été élu lui aussi à la 3e fois. Jacques Chirac également à la 3e fois. Giscard avait été élu la première fois, mais dans un contexte un peu différent. Mort de Georges Pompidou. C'était une autre époque. Encore une autre époque. Il avait battu l'héritier du gaullisme. Il avait battu Chaban au premier tour et puis ensuite Mitterrand au second. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, ça ne nous rajeunit pas. 7 mai, ça fait, je voudrais aussi rappeler que Cécile Collère et Jacques Paris sont en Iran. 3 ans. Depuis 3 ans, ils sont enfermés dans les geôles iraniennes. Ils sont tous les deux enseignants. Ils sont retenus à Téhéran. Ils sont soupçonnés d'être des espions. Ils ont été torturés. Ils sont dans des conditions inhumaines. On en parle assez peu. Il faut aussi se mobiliser pour la libération de ces 2 personnes, Cécile Collère et Jacques Paris. Lui, il a plus de 70 ans et ils étaient partis en voyage touristique. Ils ont été arrêtés. Le Quai d'Orsay a démenti évidemment le fait qu'ils soient des espions. Et à ce jour, aucune libération en vue pour ces deux personnes. Donc c'est vrai qu'il y a des otages dont on parle, évidemment qu'il faut parler de tout le monde, mais il y a des otages dont on parle. Vous avez parfaitement raison de le rappeler. Je parle d'otages. Ce sont des otages parce qu'ils sont emprisonnés sous des raisons, sans procès équitable. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer à commenter l'information, l'actualité. On va parler de Boualem Samsal, entre autres, et de Kamel Daoud, l'Algérie, qui a émis 2 mandats d'arrêt internationaux contre l'écrivain. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui pour commenter l'actualité autour... alors j'ai ma petite feuille, je les connais tous par cœur, mais c'est quand même mieux d'avoir tout. Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne YouTube Les Indécis est une chaîne de débat également tous les vendredis dans La Vérité en face de Patrick Roger avec Éric Tegner. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous avez publié aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire chez Michel Lafon. Jérôme Dubu, vous êtes membre du pôle Idées d'Horizon, et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et ancien député. On va parler un petit peu du conclave, on va parler du président syrien qui est reçu par Emmanuel Macron, les médecins contraints de s'installer dans des déserts médicaux. On va revenir, bref, beaucoup de sujets. Et puis, avec vous, dans un instant, Arnaud Benedetti, on va parler de Boualem Samsal. Moi, je voulais faire un coup de cœur pour une enquête dans le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, souvent, il y a des enquêtes très bien faites, c'est sans conséquence. C'est sur Betaram. Betaram, le lanceur d'alerte, donc Alain Esquer, qui a publié ce livre, qui a fait tous les plateaux de télévision avec Hélène Perland, la fille du Premier ministre, de Monsieur Bayrou. Et donc cette enquête, donc qui n'est pas signée, mais cette enquête nous apprend que Alain Esquer, en fait, est assez proche de François Bayrou et qu'il est allé demander au Premier ministre de créer un office de protection des mineurs, enfin office exactement national de prévention du contrôle des établissements scolaires, qui serait doté de 4 millions d'euros avec un numéro national et un salaire adéquat, évidemment. Alors ça tiraille, Christine Bouillot nous en avait parlé ici, c'est-à-dire que tous ceux qui faisaient partie, il y a quand même plus de, je crois, 200 victimes, se sentent complètement trahis, délaissés, et on comprend mieux toute la promo peut-être qui a été faite avec la fille de François Bayrou et Hélène Perland, qui n'a pas répondu à la question
qu'évoque Paris Match, à savoir qu'elle relate des faits, des sévices qu'elle a subis. Pourtant, la congrégation des filles de la Croix explique au Canard enchaîné que les deux établissements, Betaram et cette confédération, ne sont réunis que depuis 2009. Donc en fait, l'agression, enfin les coups dont elle a été victime ne concernaient pas, enfin elle ne dit pas que ça concernait un prêtre de Betaram. Bref, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, une forme de protection peut-être du Premier ministre. Il va y avoir des auditions la semaine prochaine. Mais je trouve que cette enquête du Canard est remarquable et lève quand même un lièvre qui mérite qu'on s'y intéresse. Je sais pas, quelqu'un veut réagir? Non, ce que vous disiez sur le Canard avec les enquêtes sans conséquences, je me souviens quand même de l'affaire Fillon. Oui, ça a quand même eu quelques petites conséquences. Non, voilà. Mais je trouve que c'est un journal qui fait des enquêtes sérieuses. Quant à l'affaire Betaram, je pense que ça va mal se finir pour Monsieur Bayrou. Oui, je pense que ça va mal se finir. Oui. Ouais. Mais les victimes, en tout cas, les autres victimes se sentent trahies et abandonnées. Non, mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas spécialiste de la communication de crise, mais quand il y a une crise comme celle-là, la seule chose à ne pas faire, c'est mentir et pas dire alors ne pas dire toute la vérité, c'est autre chose, mais mentir en commençant l'affaire, c'est jamais la bonne idée. Hein, quand oui, je n'ai jamais eu vent de cette affaire, ni de près ni de loin. Il a rencontré un juge, mais il n'est pas au courant. Bon, on va attendre la commission d'enquête, mais c'est la semaine prochaine, hein, c'est mardi. C'est la semaine prochaine. L'audition. Et aujourd'hui, il y a Elisabeth Guigou, je crois, qui est auditionnée d'ailleurs par cette même commission d'enquête. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu les autres victimes et que Alain Esquer, dans ce livre, a vraiment pris toute la lumière avec la fille de François Bayrou. Arnaud Benedetti, parlons de Boualem Sansal et de la situation qui est la sienne. Visiblement, alors le président de la République avait fanfaronné, je mets des guillemets, en disant que les choses étaient en train de se régler, qu'il avait bon espoir. Non. Non, clairement, on sait que depuis, vous savez, l'arrestation de cet agent consulaire à Créteil, suite à la tentative d'enlèvement d'un opposant algérien, les relations se sont à nouveau largement dégradées, avec le renvoi de 12 agents consulaires français, réciprocité, le renvoi de 12 agents consulaires algériens, et on se retrouve dans une situation qui est une situation de blocage, qui est comparable et même pire que celle que l'on a connue au tout début de l'arrestation de Boualem. On le voit d'ailleurs encore aujourd'hui, puisque le pouvoir algérien demande l'extradition de Kamel Daoud, dont je rappelle qu'il est français également, et qu'il vit en France fort heureusement. Donc aujourd'hui, le pouvoir algérien vise plus précisément deux des plus grands écrivains franco-algériens que sont Boualem Sansal. L'un est incarcéré et l'autre il est harcelé judiciairement également. Sur le fond, Boualem il est aujourd'hui dans l'unité carcérale de l'hôpital, enfin aux dernières nouvelles. Mais vous savez, tout est très opaque avec le régime algérien. Le plus important, c'est de continuer à mobiliser. Nous, au niveau du comité de soutien, on est quand même très satisfaits, même si on peut avoir des réserves sur le vote hier qu'ont exprimé les députés, puisque 307 députés ont clairement voté la proposition de résolution défendue par Constance Le Grip, demandant la libération sans condition de Boualem Sansal et assortissant quand même l'accord. Il y a un accord en négociation entre l'Algérie et l'Union européenne. Assortissant l'issue des négociations de la libération, la condition de la libération de Boualem Sansal. Donc ça, c'est un point positif. Mais on reste extrêmement inquiet parce que, si vous voulez, Boualem, il est l'otage du régime algérien, ça on le sait. Il est l'otage de la dégradation et des mauvaises relations entre la France et l'Algérie. Mais il est aussi l'otage, et c'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui, des luttes de factions au sein du pouvoir algérien. Parce que il faut pas penser que le pouvoir algérien est monolithique. Il est totalement traversé de luttes de clans depuis tout le temps, d'ailleurs depuis 1962, et que tous au sein de ce système algérien, parmi ces clans, n'ont pas évidemment la même appréciation du sort qu'il faut donner à l'affaire Sansal. Entre ceux qui considèrent qu'il faut se débarrasser de ce dossier parce que c'est une patate chaude et que, in fine, ça risque de leur amener beaucoup plus de difficultés que de leur apporter un certain nombre de solutions à un certain nombre de problèmes. Et puis ceux qui considèrent que non, il faut faire monter les enchères, que Boualem est une monnaie d'échange et qu'il faut obtenir le maximum de concessions du côté français, comme si déjà il n'en avait pas obtenu assez, pour continuer tout simplement à légitimer un pouvoir qui est quand même un pouvoir qui est en difficulté sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan politique.
Donc voilà. Alors après, bon, moi, je vais pas commenter le vote d'hier à l'Assemblée. Excusez-moi, au-delà du vote, quand même, il y a une information ce matin qui est parue, comme quoi une délégation. Oui, aussi. Alors il y a ça aussi, oui. D'élus de gauche va aller commémorer le 8 mai. Pas seulement de gauche. Enfin, c'est principalement des élus. Il y a des élus centristes, malheureusement. Aussi. Vous vous rendez compte Non, mais il faut quand même savoir que le pouvoir algérien a une politique d'affaires publiques, pour parler de manière publique, de lobbying extrêmement puissante en France. Et LFI, c'est pas une surprise. LFI avait voté, il y avait 4 députés déjà européens à LFI qui avaient voté contre la proposition de résolution au Parlement européen. Donc on en attendait malheureusement pas moins de LFI. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, à gauche, manifestement, même si le Parti socialiste a pris une position officielle de vote en faveur de cette proposition de résolution, beaucoup d'élus du Parti socialiste n'ont pas participé au vote, et de même pour les Verts. Donc, il y a quand même un vrai sujet. Et parfois aussi, il y a une tartufferie absolue. Mais il faut dire quand même... Il faut arrêter de considérer que le régime algérien est un régime démocratique. Déjà, on partira sur cette base. On peut en parler du vote quand même. C'est selon 28, les députés LFI qui ont voté contre ce texte demandant la libération de Boualem Sansal. Vous avez vu l'explication ? Oui, alors pourquoi ils ont voté contre ? Ils ont voté contre parce qu'ils ont dit qu'ils avaient corrigé le texte en disant qu'ils ne voulaient pas que dans le texte final il y ait de potentielles attaques envers l'État algérien pour pouvoir pour ne pas mettre en danger les relations qu'on aurait avec. C'est même pire que ça. Ils trouvent disproportionné de mettre l'accord justement dont vous parliez entre l'Europe et l'Algérie dans le marché pour libérer Boualem Sansal. C'est ça même la justification exacte. Enfin, je veux dire, c'est juste scandaleux. Mais enfin, c'est assez révélateur de ce qu'est LFI. Mais c'est d'autant plus scandaleux, c'est que je rappelle que cet accord entre l'Union européenne et l'Algérie, il est tributaire d'un certain nombre de conditions en matière de respect de droits, en l'occurrence. Oui. Donc là, pour le coup, on peut considérer que le pouvoir algérien ne respecte pas tous ses droits fondamentaux. Arnaud a raison de dire que ce que font les autorités algériennes vis-à-vis de la politique française dépasse largement l'entendement. C'est-à-dire qu'ils ont un poids, effectivement, en matière de lobbying. Arnaud appelle ça affaire publique. Non, mais voilà, c'est très bien. Qui est fondamental. Moi, depuis le début de cette affaire, je suis surpris. Je me souviens des déclarations de Madame Sandrine Rousseau dès le début de l'affaire Boualem Sansal. Oui, mais ici même. Où elle était ici, où elle reprenait mot pour mot un éditorial du Moudjahidine du peuple. Qui tape matin, midi et soir sur la France. On les connaît, c'est l'organe officiel, c'est la presse officielle de l'Algérie, du gouvernement algérien. Elle les reprenait mot pour mot, sans même les transformer. C'était hallucinant. Il y avait un lavage de cerveau complètement incroyable. Et il y en a plus, un certain nombre comme ça, et le vote d'hier a effectivement... Non, puis la délégation, c'est tout à fait ça. Ils sont invités par le pouvoir algérien à venir participer aux cérémonies. La délégation, c'est d'autant plus grave que, les événements du 8 mai 45, il y a eu des massacres par l'armée française d'un certain nombre d'Algériens, notamment à Sétif, on sait tout ça. Ouais. Alors les Algériens disent 45 000 victimes, en réalité c'est autour de 1000 à 1500 victimes. Bon, peu importe, on ne va pas compter les victimes, mais surtout, on n'a jamais eu aucun retour sur les massacres d'Oran du 6 juillet 1962. Jamais une délégation algérienne ne s'est excusée, jamais des députés algériens sont venus en France. Sans compter les disparus. Non seulement ils sont pas venus, mais le gouvernement français, je crois que c'est Chirac, a reconnu que finalement la fin de la guerre, c'était le 19 mars 1962, alors que des massacres ont eu lieu après des enlèvements. Et des enlèvements, des disparitions. Oui, des disparitions, des massacres. Dont on n'a jamais su ce à Oran, on a massacré 3000 Français et Européens le 6 juillet 1962, c'est-à-dire 4 mois après, le 5 juillet 1962, c'est-à-dire 4 mois après la fin des hostilités. Tout ceci montre l'état de soumission dans lequel nous sommes vis-à-vis du gouvernement algérien. De contrition permanente qui n'a aucun sens. Oui, mais après, là, on s'en prend à LFI, mais pardon, le gouvernement, il n'est pas à la hauteur non plus. Non. Sincèrement, il n'est pas à la hauteur, le gouvernement. Jean-Noël Barrot, il parle tous les matins pour rien dire et pour se féliciter une fois, pour dire qu'on avance une deuxième fois, et finalement pour revenir en arrière, le président de la République, c'est exactement pareil. Donc en vrai, tout le monde est en dessous de tout dans cette histoire. Oui. Et le ministre de l'Intérieur avait proposé des sanctions, évoqué des sanctions. Visiblement, il n'y a aucune sanction qui est mise en place alors qu'il y avait des choses à faire.
Il y a eu des sanctions progressives de prise, mais ça allez-y, quoi, lesquelles sur les titres de séjour et autres. Ils sont revenus dessus. Mais oui, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de pression mise sur le gouvernement algérien, sans doute. Mais ça, il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent à un moment donné la vérité. C'est-à-dire que le gouvernement peut quand même agir. On ne peut pas dire non plus que le gouvernement ne peut rien faire, que tout est politique, que tout est diplomatique. Là, pour le coup, rien n'est fait. Mais même dans le symbole, rien n'est fait. L'histoire de la liste des 50 gugus algériens qui devaient repartir, qui sont des délinquants notoires, connus, reconnus, parfois en liberté, en totale tous liberté. Les gens qui connaissent ils sont toujours là. On apprend que ces gens-là sont en liberté pour partie. Et deux, on apprend que finalement ils restent sur le territoire. Ils vont jamais repartir. Tous les gens tous les gens qui connaissent un peu le fonctionnement du système algérien savent que les Algériens, enfin en tout cas les hiérarques algériens, ne connaissent que le rapport de force en la matière. Le rapport de force, ça veut dire en effet, il va falloir penser au visa, il va falloir penser aux biens mal acquis. On sait qu'il y a un certain nombre de hiérarques algériens qui disposent d'appartements à Paris, par exemple, notamment par exemple le chef d'état-major de l'armée algérienne. Mais il y en a plein comme ça. Donc je crois qu'il faut. Alors on essaie de nous expliquer que finalement ils nous aident dans le renseignement, notamment vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme islamiste. Oui, mais c'est plus le cas visiblement. Donc pourquoi effectivement nos auditrices posent la question, c'est quelles sont les cartes que l'Algérie a dans les mains pour faire pression sur la France comme ça? C'est la trouille, c'est quoi? On va y revenir dans un instant. Enfin, on continue de commenter l'actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Allez, on continue notre tour de table avec vous, Jean-Baptiste Moreau. C'est bien un sujet. Alors moi, c'est beaucoup plus léger que ce dont on a discuté ce matin. C'est une pétition qui a été lancée par Aymeric Caron et son micro-parti rattaché à la nébuleuse LFI Rêve, Révolution du Vivant. Il y a une ville dans le Morbihan qui est dirigée par une municipalité principalement de gauche et à tendance écolo, qui a choisi de remplacer ces camions poubelles et les transports pour les enfants par des chevaux de trait qui effectivement ramassent les poubelles dans le centre-ville et qui font du transport d'enfants et c'est les services municipaux qui se sont dotés de 2 chevaux de trait qui font le travail à la place des bagnoles et des camions. Et figurez-vous, donc municipalité de gauche qui a pris ça comme décision, et donc Rêve avec l'inénarrable Aymeric Caron al-Baghdadi, comme dirait Sophia, qui a voté contre le texte hier. J'ai pas vu son vote, mais ça me surprend pas. Qui défend bec et ongle Monsieur Mélenchon suite au bouquin La Meute qui est sorti hier. On l'a vu, c'est un des rares qui est sorti pour défendre Monsieur Mélenchon. Et figurez-vous qu'il a fait une pétition signée par 25 000 personnes pour interdire l'usage de ces chevaux de trait parce que c'est de l'exploitation animale. C'est un scandale. Alors c'est plutôt drôle par rapport au reste de l'actualité dont on a parlé jusqu'à présent, mais c'est assez symbolique aussi de la bêtise de cette extrême gauche là. C'est la schizophrénie, c'est-à-dire à la fois il faut pas utiliser de minibus, mais en même temps. Mais il faut pas des chevaux parce qu'on exploite l'animal. En plus, c'est des chevaux de trait qui ont été. C'est des chevaux de trait qui sont faits pour ça en fait, et qui ont considérablement diminué en effectif depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, remplacés par la motorisation, les tracteurs et autres, et qui n'ont que cette fonction-là aujourd'hui. C'est eux qui débardent, par exemple, le long des rivières. Quand on coupe du bois, c'est eux qui servent parce que des fois ils sont plus pratiques que des machines. Mais c'est leur fonction. Et s'il n'y a pas ça, en fait, ils vont disparaître les chevaux de trait parce qu'ils n'ont aucun autre usage, puisque avant on consommait la viande de cheval. Aujourd'hui, c'est marginal, la viande de cheval, c'est pratiquement plus une économie, et voilà, et c'est leur fonction, et ils sont très bien traités. Les agents municipaux ont été formés pour s'occuper. Ils ont du foin, ils sont en très bon état. Enfin voilà, on n'est pas dans l'exploitation bête et méchante et le mal-être animal, pas du tout. Et voilà, Monsieur Caron donc ne trouve rien de mieux avec son micro-parti de faire une pétition signée par 25 000 personnes. Mais c'est assez révélateur. Et le pire, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sensibles à ça, notamment dans les villes, et que ça aura des conséquences politiques. On voit bien, Monsieur Caron est réélu dans le 18e avec des scores absolument révélateurs, mais enfin un chien avec son étiquette politique est élu dans sa circonscription en l'occurrence, puisque c'est Boboland, et globalement on est dans cette espèce de truc caricatural où on conforte un certain nombre d'idées totalement fausses. Enfin, les animaux, oui, on a toujours travaillé avec des animaux. Les animaux, aujourd'hui, si vous n'avez plus d'animaux d'élevage, s'il n'y a plus de viande qui est consommée, vous n'aurez plus de vaches non plus. Enfin, je veux dire, ça n'existera plus. Donc c'est sous prétexte de vouloir
vouloir faire le bien pour l'ensemble de l'humanité. Ces gens-là sont néfastes et sont excessivement dangereux pour notre pays et pour l'environnement en premier lieu, parce que voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent, de mettre des voitures électriques à la place ou des camions électriques? Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Sauvons les moustiques. Justement, je me permets de teaser, il y a un débat qui va avoir lieu entre Éric Dupond-Moretti dans l'émission que j'ai produite et qui sera diffusée le 19 mai, et Aymeric Caron. Ah, ça va être intéressant. Autour de la chasse. On rappelle, donc vous avez produit C'est Seul contre tous, c'est-à-dire c'est un nouveau format de Paris Première. Voilà, avec Éric Dupond-Moretti qui est dans un café et il va recevoir 4 personnalités qui découvrent en direct pendant le tournage. Donc il y aura Sandrine Rousseau, Aymeric Caron, Sarah Knafo et Robert Ménard. Eric est fan de chasse, ça promet. Justement, ils ont eu un grand débat sur la chasse, la corrida et le bien-être animal. Et je vous engage à regarder parce que c'est des fois assez lunaire. Alors, il est réélu, juste un aparté, parce que je connais bien cette circonscription, parce que c'est mon ami Pierre-Yves Bournazel qui était en face. Je sais bien, c'est une circonscription qui est pas tout à fait bobolandisée. Pas tout à fait. C'est une circonscription où il y a une partie où il y a beaucoup de logements sociaux et où il y a un fort électorat à connotation musulmane, il faut bien le dire, qui vote 100% pour M. Caron. Voilà. D'où son rôle de porte-parole du Hamas officiel. Et c'est assez paradoxal parce qu'il ne fiche jamais les pieds. C'est plus communautaire que Bobo. Et c'est assez paradoxal puisque quand vous regardez les positions de M. Caron sur l'abattage rituel, oui, on l'entend pas beaucoup. Oui, là, il est moins vocal. On l'entend et que vous comparez avec son électorat, c'est assez amusant. Et vous pouvez aller réécouter l'interview du maire de la commune de Questembert, qui était l'invité de Benjamin Glaise ce matin, dans le Petit Matin, où il a dit je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir. La commune mène déjà beaucoup d'actions. J'invite cet élu à venir nous voir. Donc, ça va faire du bilan carbone pas terrible. Ou alors, il y va en vélo, peut-être. Non, mais il sort pas du périph', Aymeric Caron. Ça n'existe jamais. Il sort pas du périph'. Jérôme, vous, alors c'est un sujet qu'on a évoqué hier, mais qui mérite qu'on en reparle aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de réactions. C'est la visite du président Al-Shara en France, président syrien, ancien, je mets des guillemets, ancien djihadiste. Il a été 25 ans au service d'Al-Qaïda. Oui, alors on vient il a changé lui aussi, comme les. On vient d'érater la diplomatie française sur l'Algérie. On va continuer avec la Syrie, malheureusement, parce que Jean-Noël Barrot a été le premier ministre des Affaires étrangères à se précipiter à Damas quand le régime de Bachar el-Assad est tombé. Là, on réédite la même chose, puisqu'on est le premier pays européen à accueillir ce président qui n'a aucune légitimité, qui a pris le pouvoir par la force, qui a renversé un tyran sanguinaire, qui avait fait des centaines de milliers de morts dans sa population. Néanmoins, ce garçon, moi, m'étonne, parce que... Quel garçon? Le président actuel. De la République, oui. Non, pas le président de la République de Syrie. Un garçon, c'est gentil pour lui. Pas le nôtre, oui, c'est gentil. On commet les mêmes erreurs qu'avec les talibans. On recommence à commettre les mêmes erreurs, si vous voulez. On nous a dit, alors toute la presse mainstream, etc., un certain nombre de diplomates nous disaient « Ah non, mais vous inquiétez pas, avec le retour des talibans, ils ont changé, ils sont pas les mêmes, vous allez voir, ça va être différent, ils ont appris, etc. » Ils n'ont strictement rien appris. Depuis qu'ils sont arrivés là, c'est la catastrophe, notamment pour les femmes, qui sont complètement exploitées et qui vivent dans des conditions épouvantables de discrimination, j'en dirai pas plus, voilà. Mais là, on a affaire à la même logique, c'est-à-dire qu'on nous présente quelqu'un qui aurait changé, qui se serait métamorphosé, qui en réalité... Il a changé de costume, quoi. Voilà, il a changé de costume, il s'est taillé un peu la barbe, mais en réalité, sur le fond, il n'a absolument, à mon avis, pas changé. Et c'est d'autant plus invraisemblable que on nous apprend dans le même temps que les Druzes, qui était effectivement pas un soutien de Bachar el-Assad, qui était entre les deux, les Druzes qui sont des musulmans, sont en train d'être massacrés par ce régime. Il a commencé par massacrer les Alaouites. Et heureusement que l'armée israélienne intervient en ce moment pour protéger les Druzes, parce que sans ça, ils seraient massacrés. On reçoit ce gars-là
Alors je vais certainement me faire en grande pompe à l'Élysée. On le reçoit pas en grande pompe et je vais certainement me faire agonir par tout le monde, mais je suis désolé, mais si le président de la République ne discute plus avec les dictateurs, il va plus discuter avec grand monde dans le monde. Non mais là c'est pas non mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est son rôle. Ça c'est le c'est son rôle. Entre discuter et recevoir, il y a deux choses différentes. C'est le communiqué de l'Élysée. On est le premier pays à recevoir. On le reçoit comme un chef d'État. Oui, mais le communiqué de l'Élysée précise qu'il y a un certain nombre de conditions qui ont été mises et ils vont y avoir une discussion franche sur un certain nombre de sujets. Les discussions ont été mises au mois de mars. Mais il n'y a aucune protection des populations. Ils sont massacrés. C'est l'armée israélienne qui les prévient. Pas pour le moment. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de massacre. J'ai dit qu'il y avait. Si on voulait les faire cesser, comment on fait? On y va tous avec nos petits bras pour les faire cesser. Au mois de mars, le président de la République a dit je mets des conditions. Il a mis des conditions au mois de mars en disant je veux qu'il y ait il y a eu des massacres depuis. Mais il y a eu des massacres depuis. C'est comme un enfant à qui vous dites tu vas avoir une fessée si tu fais pas ça. Moi je partage pas du tout cet argument. On n'est pas obligé de le recevoir pour échanger. On reçoit Vladimir Poutine. Il échange avec Vladimir Poutine. On l'avait reçu à Versailles en 2017. Non, mais dans le contexte actuel. Non, mais dans le contexte actuel. Pour moi, c'est exactement pareil. Quand on massacre un certain nombre de gens appartenant à son peuple, comme les Alaouites et comme les Druzes, je suis désolé, on ne le reçoit pas, c'est tout. La symbolique a son importance. La symbolique a son importance en politique que des États. Et de la diplomatie parallèle parfois avec des régimes qui en effet sont des régimes tout à fait condamnables, ça a toujours existé. Mais là en l'occurrence, il y a quand même une différence entre le recevoir avec tous les égards dus à un chef d'État qui aujourd'hui quand même malgré tout, et ça a été dit, massacre les Alaouites, les Druzes, sont les pris aussi aux chrétiens d'Orient, il faut le rappeler également. Donc on peut pas considérer qu'il s'agisse d'un démocrate que l'on reçoit. Tous les jours, il y a des rapports il y a des massacres. Moi, je trouve que c'est normal que ça interpelle. En l'occurrence, je suis pas sûr que ça soit ni le moment, ni le lieu. Vous disiez, Jean-Baptiste, on va y... Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va tous avec. Non, mais le président de la République va lui dire quoi? Va lui taper sur les doigts, va lui dire c'est pas bien ce que vous faites. Il y a déjà un certain nombre de sanctions à l'égard de la Syrie et il faut peut-être les renforcer si rien ne change. Je comprends la politique du président Macron et du camp macroniste depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Quand dans le même temps vous avez un président de la République qui ne veut pas parler à Benjamin Netanyahou et c'est son choix qui lui rentre dedans alors que c'est une démocratie et qu'ils sont en train de se défendre. Non, il s'appelle. Non, mais il s'appelle peut-être, mais en tout cas, il ne veut pas le recevoir. Il veut pas le recevoir. Et que dans le même temps, on reçoit un chef terroriste qui est en train de massacrer une population druze, mais pas qu'une seule population, on parle des Druzes, mais on sait qu'il en massacre d'autres. Les chrétiens, franchement, mais vraiment pour le coup, on marche sur la tête. On va marquer une pause. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le débat continuait pendant la pub, parce que c'est vrai que le timing n'est quand même pas idéal pour recevoir cet homme. Il a quand même fait partie de la nébuleuse djihadiste qui est responsable du massacre du Bataclan. Il a fait partie de Daesh, il a fait partie d'Al-Qaïda. Et après, il a été à Daesh pour détruire Al-Qaïda. Donc effectivement, c'est pas quelqu'un de recommandable. C'est un crachat sur les victimes du Bataclan, sur les victimes du terrorisme en France depuis 15 ans. Honnêtement, que ce mec, pardon, excusez-moi de l'expression, mais que cet homme arrive à l'Élysée, qu'on lui déroule le tapis rouge, c'est franchement qu'on n'a rien retenu, qu'on n'a aucune histoire et aucune fierté. Pardon. Fabrice Balanche, l'enseignant de Lyon 2, dit, qui est un spécialiste de la région, dit les Européens restent de grands naïfs. S'ils se laissent duper par Ahmed El-Shara, il reste fondamentalement un djihadiste. Il a passé près de 20 ans auprès des cadres d'Al-Qaïda. Il ne va pas se transformer en démocrate, ni même en despote éclairé. Personne n'y pense, sauf qu'il faut résoudre les problématiques dans cette région-là. On vous parle du symbole. On vous parle du symbole d'un tapis rouge avec un djihadiste qui va fouler le tapis rouge de l'Élysée. Pardon, le symbole. On refait la même bêtise qu'avec les talibans, c'est tout. Voilà, exactement. Les talibans n'ont pas été reçus, on n'avait rien résolu non plus. Non, mais on a dit qu'ils avaient. C'était surtout l'administration américaine, là, en l'occurrence, plus que les Français. Je mets des Occidentaux dans toute la. On avait parlé de talibans inclusifs. Tout à fait. Bon, donc on verra. Là, c'est exactement la même chose. On verra au résultat. Et s'il serre la main de Brigitte Macron, parce que souvenez-vous du voyage de Jean-Noël Barrot avec une. La ministre des Affaires étrangères.
il avait refusé de lui serrer la main. Il avait refusé de lui serrer la main. On légitimise un dirigeant qui est un dictateur sanguinaire, pas seulement un dictateur, un dictateur sanguinaire. Oui, on lui donne des images qui vont faire le tour du monde, et c'est en France que ça va se passer. Il faut plus recevoir Xi Jinping, il faut plus recevoir arrêtez avec ça, sur les mains. Mais ça n'a rien à voir. Moi j'aimerais bien, vous savez, une chose. Les étudiants de Sciences Po là, les étudiants de Sciences Po qui font qui mettent des drapeaux palestiniens, qui insultent l'État d'Israël toutes les 10 minutes et qui bloquent les universités. J'aurais bien voulu les voir là. Aujourd'hui, non mais on est d'accord. Aujourd'hui on reçoit un dictateur qui est en train de massacrer des populations. Mais comme ça se passe, et c'est terrible à dire, mais c'est la vérité, entre musulmans, ça paraît normal aux yeux du monde entier. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et donc, si le reçoit, c'est pour essayer de résoudre les problématiques. C'est pas pour. On appelle ça de la diplomatie privée, Jean-Baptiste. Il faut faire de la diplomatie privée. Il y a des moments où il ne faut pas recevoir. Et là, on est dans un moment où il faut recevoir. La diplomatie parallèle, c'est ce qu'on a mené en Afghanistan. C'est une grande réussite. C'est une erreur de timing totale. Mais vous pensez que de le recevoir en grande pompe? Oui, peut-être. Le recevoir en grande pompe, ça va changer quelque chose? Je sais pas si ça sera en grande pompe. Déjà, on a. En tout cas, il est reçu à l'Élysée. Il est reçu à l'Élysée. Oui, il va pas le recevoir. Il y a eu un communiqué pour annoncer qu'il était reçu à l'Élysée. Plus généralement, il y a quand même une complaisance avec les islamistes qui est assez surprenante. Mais non, on n'a rien retenu du passé. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, Paris va faire passer des messages fermes au président syrien. Ouh là là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on laisse faire. On laisse les gens se faire massacrer comme on fait depuis 30 ans d'ailleurs. On l'a laissé le Bachar el-Assad bien tranquille. Est-ce que vous pensez vraiment que de le recevoir, ça va changer quelque chose? La réponse est non. J'en sais rien. La réponse est non. Je lis pas dans le mar de café. Mais quel est le poids d'Emmanuel Macron aujourd'hui face à ce type qui a passé 20 ans chez Al-Qaïda? Donc on a notre propre impuissance et on fait rien. Oui, on est impuissant totalement et on se ridiculise. On se ridiculise et c'est honteux de recevoir ce type. Je suis pas d'accord avec ça. Là, on est totalement impuissant. La France a encore sa voix à faire entendre, notamment on se permet de condamner l'armée israélienne en disant attention, c'est bien ce que vous faites, alors qu'ils viennent sauver des vies. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là? Ça, c'est encore un autre sujet. Non, mais c'est le même sujet. Qu'est-ce qu'on fait? On est faible, de toute façon. Qu'est-ce qu'on fait? Faut être clair, on est faible. C'est le même sujet. Ils sauvent les vies de Russes. Non, mais il y a une et on forme, les condamne. Et il y a une forme de naïveté quand même. Quand je lis le communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron espère contribuer à accompagner dans la bonne voie la transition vers une Syrie libre, stable, souveraine et respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Liban, Emmanuel Macron? Moi, je suis folle de rage. Il est venu en disant je vais vous aider, on va rétablir. C'est un cloaque impossible, le Liban. Ça fait pas 7 ans que c'est un cloaque, le Liban. Je m'excuse. Mais vous êtes insensé. Mais il arrive en disant je vais tout régler. Il a rien réglé. Il a essayé de faire des choses et il a pas réussi. Il a fait quoi concrètement? Il a fait quoi? Il va faire quoi par dire aux Syriens attention, c'est pas bien, faut pas massacrer les gens? Quel poids il a comme pour l'Algérie? Alors à ce moment-là, il fait rien quoi. Il fait rien et il gagne sa dignité à percevoir un terroriste. Juste franchement, ça va pas servir la Syrie, ça va juste servir ce dictateur. C'est les images, elles vont servir ce dictateur et elles vont servir cette idéologie. Il faut quand même se rendre compte du symbole que c'est un responsable qui a été dans les mains d'Al-Qaïda, dans les mains de Daesh, soit reçu à l'Élysée. Mais à ce moment-là, il faut plus recevoir personne du Qatar. Il faut interdire le sponsoring du Qatar. Enfin, je veux dire, qui finance une partie du service. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai pas dit que ça n'avait rien à voir. Il y a un problème de timing. J'ai jamais dit ça. Mais est-ce qu'on peut prendre les sujets les uns après les autres? Je veux dire, c'est comme, alors je reprends mon exemple que je répète à chaque fois. Quand on parle des femmes battues, on dit oui, mais il y a aussi des hommes battus. Donc on vous parle d'un terroriste, d'un type qui a été chez Al-Qaïda, et vous nous dites oui, mais il y a aussi le Qatar. Qui c'est qui l'a financé? Qui c'est qui l'a financé? Les mêmes qu'on reçoit tous les jours et dont personne ne s'indigne. Voilà, les mêmes qui subventionnent le PSG aujourd'hui. C'est eux qui financent les islamistes en grande partie. On n'a pas dit que c'était pas un problème. On n'a pas dit le contraire. Moi, j'en serais révolté sur le sponsoring du PSG que sur l'avenue du pardon, il a reçu le Qatar, il a reçu le prince du Qatar à l'Élysée. Vous n'êtes pas non plus scandalisé. Ah ben non. Donc à partir de là, parce que c'est son rôle de discuter avec tout le monde. Non, mais c'est pas son rôle de discuter avec tout le monde. Là, on parle encore une fois d'un terroriste qui est en train de massacrer des gens en ce moment même. Oui. Non mais donc il y a quand même 2 poids 2 mesures. Je dis pas qu'il faut travailler avec les Qataris, je suis contre. Je dis pas qu'il faut travailler avec très bien. Mais là pourquoi vous parlez en même temps des Qataris? Il faut recevoir tout le monde. Il faut recevoir tout le monde, même les dictateurs. Non, pas en ce moment. Non. En ce moment. Donc on attend qu'ils se fassent massacrer, qu'ils finissent le massacre. Mais non, mais on reçoit pas quelqu'un qui est en train de massacrer son peuple. Il y a des rapports des ONG tous les jours sur les massacres en ce moment en Syrie. On a mis un ultimatum au mois de mars en disant comportez-vous bien, et on le reçoit alors qu'il se comporte mal. Oui, justement, et on l'a pas reçu. On a mis un ultimatum, ça n'a rien fait. Donc on essaye rien d'autre. On attend que ça passe quoi.
Enfin voilà, moi je suis désolé, mais on peut pas être géométrie de votre. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte pour la France qu'on reçoit? C'est le rôle du président de la République de recevoir des présidents, quand bien même on les exècre et quand bien même. C'est quand même un terroriste qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'en plus c'est un terroriste. C'est un terroriste quand même. C'est un terroriste. Ça pose problème quand même sur le fond. Donc c'est une erreur politique majeure dans un pays qui est loin d'être stabilisé. Donc oui, il y a quand même un vrai sujet. C'est une erreur politique majeure. Moi, je pense que c'est. Bon. C'est problématique, oui. On ne se mettra pas d'accord sur le sujet. Mais vous ne pouvez pas comparer Xi Jinping à ce type qui a fait 20 ans chez Al-Qaïda. Combien le régime chinois fait de milliers de morts depuis... Mais je vous parle de la France. Al-Qaïda a tué des gens. Al-Qaïda a assassiné des gens. Donc on parle de ça. Donc c'est Jinping qu'on s'en fout parce qu'il tue des Ouïghours et que c'est pas des Français. Enfin, non, moi ça m'indigne tout autant d'avoir un président chinois qui massacre une partie de sa population. C'est pas parce que les islamistes ont marché avec les Français. Oui, c'est indigne et c'est insupportable, mais c'est tout aussi insupportable les dictateurs qui massacrent leur population à l'autre bout du monde. On est en France et on reçoit un mec qui a tué, un mec qui était dans une mouvance, qui est responsable d'attentats. Voilà, c'est ça le fait aujourd'hui dont on parle. Sur le sol français. En rien abjuré de son passé, qui ne s'est jamais excusé. Vous l'avez entendu s'excuser pour ce qu'il a fait dans son passé? Non, mais il a mis un costume. Pour revenir au débat dont on avait tout à l'heure, à ce moment-là, on ne reçoit plus jamais Tebboune, on ne reçoit plus jamais les présidents algériens qui sont issus du FLN. Enfin, je veux dire, le problème est résolu, il va venir. On ne reçoit pas non plus. Enfin, je veux dire. Bon, allez, on continue. Il y aurait beaucoup à dire sur la politique de Macron avec l'Algérie aussi, parce qu'elle n'a pas porté ses fruits. On va pas ouvrir le débat. Non, mais enfin, on peut en parler. Non, mais on peut parler de l'Algérie, on peut parler de on peut parler de la politique étrangère de la France. De l'Iran, on peut en parler depuis 30 ans, 40 ans aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde a échoué ou a réussi. Mais pourquoi vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a un échec de la politique française internationale? On parle d'aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, on peut remonter à 30 ans à Jacques Chirac aussi. Oui, il y a des échecs, il y a des échecs et il y a des réussites. Mais il y a quelle réussite? Alors, quelle réussite en politique étrangère? Je suis désolé, mais au niveau européen, j'ai plutôt l'impression qu'il était précurseur quand il voulait parler d'une défense européenne, par exemple. Enfin, je sais pas, à moins que l'Europe soit pas considérée comme des politiques étrangères. Mais le rôle qu'il a joué au niveau de l'Union européenne jusqu'à présent, je pense qu'il va plutôt dans le bon sens et qu'il voyait plutôt les choses avant les autres. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses. Il l'a proposé, mais il a eu aucune influence pour qu'elle se mette en place. En l'occurrence, j'ai l'impression que ça avance. Enfin voilà, mais c'est une impression. C'est une impression. Non, c'est pas une impression. Non, c'est une impression. C'est pas concret. Il reçoit le chancelier allemand aujourd'hui qui a converti l'Allemagne quand même à cette position-là, ce qui n'était pas le cas jusqu'à hier. Avec évidemment le conflit ukrainien. Juste par rapport à Emmanuel Macron, moi j'ai pas le sentiment d'enfoncer le président de la République souvent. Quand il fait des bonnes choses, je le dis, économiquement, moi je suis entrepreneur et je dis qu'il avait fait des bonnes choses. Au début de son premier mandat, il avait fait des bonnes choses aussi au niveau de la société. Mais il faut avoir la justesse des choses et reconnaître que ce qui va se passer aujourd'hui en France, de recevoir cet homme-là, et on va parler d'autres choses derrière, de recevoir cet homme-là, franchement c'est un échec. Sur l'Afrique, en Afrique, on s'est fait virer de partout. Au Proche et au Moyen-Orient, on a une position totalement sinueuse. On a commencé par nous dire qu'il fallait une force internationale pour battre le Hamas. Maintenant, on nous dit que c'est l'inverse qu'il faut. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est tout. On va parler de nos médecins, réguler l'installation des médecins, c'est la reprise des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'on va marquer une pause, comme ça nous permet d'enchaîner sur le sujet. De respirer. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Comment lutter contre les déserts médicaux? Le débat reprend à l'Assemblée nationale. C'est le socialiste Guillaume Garot qui a réussi début avril à faire adopter un article qui régulerait l'installation des médecins sur le territoire. Donc il y a plusieurs propositions qui étaient celles d'envoyer des médecins 2 jours par mois dans les déserts médicaux. Là aussi, c'est un serpent de mer. Oui, c'est des discussions. Moi, j'en viens d'un désert médical. Je suis bien placé pour en parler. Je viens de la Creuse. Je peux vous dire qu'il y a un problème avec les médecins. Il y a aussi un problème avec les dentistes, parce que avec des dentistes, il y en a plus non plus. Avec les kinés, c'est parce qu'on parle de médecins généralistes. On parle souvent uniquement des médecins généralistes. Ce qui est sans doute le problème le plus
complexe à résoudre en vérité, parce que les spécialistes, autant les spécialistes, il y a parfois de la surprésence des médecins, notamment je pense à la Côte d'Azur et autres, de certaines spécialités qui seraient bien nécessaires ailleurs. Donc là, il y aurait sans doute des choses à faire sur l'installation. Mais l'obligation d'installation, moi j'y crois pas. Et pourtant quand je suis arrivé député, j'y croyais et je voulais voter ce truc-là absolument. Et j'ai eu des discussions à la fois avec les médecins, avec Agnès Buzyn notamment quand elle était ministre à l'époque. Le problème des généralistes, c'est qu'il en manque globalement. Et c'est que les étudiants vont préférer aller vers des spécialités qui sont beaucoup plus rémunératrices, beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus faciles, éviter les gardes des week-ends et tout ça, que d'aller vers la médecine générale. C'est ça le problème de fond. Et si on n'impose qu'une obligation d'installation sur la médecine générale, on va finir de détourner encore plus les étudiants de la médecine générale. Ils vont aller vers la médecine du travail où il manque plein de gens aussi et où ils seront pas obligés de s'installer à un endroit où ils veulent pas s'installer. Donc voilà, il faut plus travailler sur l'attractivité du médecin généraliste. C'est ce que les élus locaux font beaucoup avec les maisons de santé qui se sont multipliées dans les communes et autres pour permettre de pas bosser tous les week-ends, parce que le médecin de famille qui bosse tous les soirs, tous les week-ends, ça n'existera plus. Il faut se faire une croix dessus. Ça n'existe déjà plus. Non, ça n'existe déjà plus. Mais ça n'existera encore moins à l'avenir. Donc il faut aménager sur l'attractivité de la médecine générale, parce que l'enjeu il est là. Aujourd'hui, le numerus clausus a été supprimé, mais le problème c'est que les étudiants en médecine, ils vont aller plutôt vers des spécialités qui sont plus tranquilles, plus rémunératrices, avec moins de responsabilités que des médecins généralistes qui sont au four et au moulin en permanence et qui ont des lourdes responsabilités. Il y a un gros problème de fiscalité dont personne ne parle, et ça n'a pas du tout été abordé par Monsieur Garot, et il a tort, parce qu'en réalité, il n'y a pas que des déserts médicaux dans la Creuse, il y a aussi un problème de médecins généralistes à Paris. Beaucoup de gens, dont le lien est parti à l'âge de 70 ans, il n'a pas trouvé de successeur, donc il a fermé son cabinet. Et combien comme ça? Parce que les conditions de transmission, les conditions fiscales de transmission ne sont pas bonnes aujourd'hui. C'est-à-dire parce que ça coûte trop cher. Voilà, pour reprendre un cabinet, il faut racheter la clientèle, il n'y a aucune exonération, vous êtes taxé au maximum tout de suite. Donc ça, il y a un problème de transmission d'entreprise qui n'est pas résolu. Et vous avez ça, effectivement, dans les villes, et à la campagne, vous n'avez pas besoin de racheter une clientèle. Vous louez une maison, vous vous installez, et en une semaine, vous avez votre patientèle à plein, et dans les grandes métropoles, c'est un peu différent. On paye une politique de numerus clausus qui fait qu'on a des étudiants, des jeunes qui partent faire leurs études à l'étranger. En Roumanie, en Tchéquie, etc. Il faut 10 ans pour que ça se mette Voilà, donc il va falloir du temps, en l'occurrence. Alors après, il y a quand même les possibilités de permettre aux pharmaciens ou à un certain nombre de professions médicales de pouvoir, tout ce qui touche à la pratique avancée. Oui, mais ce sont certainement les dispositifs qu'il faut mettre en place rapidement pour pouvoir, répondre à l'urgence de la situation. Bien sûr. Et quand vous êtes à la campagne, à la Creuse, en Lozère ou dans le Lot-et-Garonne et que vous cherchez un médecin généraliste, c'est impossible. Bonne chance. Aujourd'hui, c'est impossible. Même à Paris, même dans les grandes villes. Dans les grandes métropoles, il faut régler le problème de la transmission. Et on a la chance d'avoir un maillage de pharmacie qui est relativement important. Je pense qu'avec la télémédecine et déléguer un certain nombre d'actes aux pharmaciens, on sauverait à la fois ces officines qui vont fermer à terme, parce que si elles n'ont pas de médecin à coller, souvent elles sont en difficulté financière. Et donc leur donner davantage de possibilités, plus la télémédecine, leur permettrait de survivre et de garder ce maillage de pharmacie qui, honnêtement, même en Creuse aujourd'hui, est plutôt bon. Mais ce qui nous manque, c'est des médecins. Les pharmaciens, ce qui nous manque aussi, c'est la transmission, c'est les conditions de transmission. Dans les grandes métropoles, ça ne marche pas. Oui, le gars, il ferme son cabinet, il a 70 ans, c'est terminé. Mais Jean-Baptiste a raison, vous prenez une maison, vous ouvrez votre cabinet, vous n'avez pas besoin de transmettre la clientèle. Dans les grandes métropoles. Même dans une petite ville, vous avez un médecin qui vient s'installer. À Paris, par exemple, il n'a pas besoin de racheter un cabinet. À Paris, vous avez une clientèle, la clientèle disparaît parce que vous n'arrivez pas à transmettre. Après, il y a franchement... Alors, pour m'être intéressé au sujet, pour rien vous cacher, je voulais en faire un documentaire et j'ai parlé avec des médecins de l'ancienne génération et des médecins de la nouvelle génération. Vous avez aussi un problème de mentalité. Oui, bien sûr. Dans la nouvelle génération. La question de la vocation n'est plus la même. Ah non, mais ça n'a plus rien à voir. Ils ont plus du tout le même esprit, le même amour du métier. Un exemple, pour avoir parlé avec des médecins qui sont partis à la retraite très récemment, sur les dernières années, ils avaient beaucoup de mal à assurer leur tour de garde et à faire en sorte que les gardes puissent être complétés complètement, parce que les médecins, pour eux, les médecins de la nouvelle génération, pour eux, ça ne devait pas empiéter sur leur vie. Alors quand vous
parliez avec les anciens médecins, c'était d'abord le patient avant tout et sauver les vies, sauver des vies. Et en fait, il y a aussi malheureusement, et c'est un peu global dans la société, un rapport au travail, un rapport à la vocation qui a complètement changé. Complètement changé. Ça touche toutes les professions. Et moi, je suis désolé, mais ce que propose le député Garot, je trouve pas ça complètement idiot. Il y a un moment donné, sur forcer à l'installation dans des zones blanches, peut-être qu'il faut y arriver. Ça serait pas idiot si on formait suffisamment de médecins généralistes, mais de toute façon, aujourd'hui, on n'en forme pas assez. Donc on va répartir la misère, peut-être un peu, mais parce qu'en médecine générale, il n'y a pas de zone surdotée en médecine générale, ça n'existe pas. Autant spécialité, c'est vrai, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs sur Paris, sur plein de métropoles, il n'y a pas de surcapacité de médecins généralistes qui aujourd'hui ne trouvent pas de patientèle, ça n'existe pas. Il n'y a pas assez de médecins généralistes. Donc à partir du moment où on en aura formé assez, oui, après on peut les obliger de s'installer et pas de s'installer tous au même endroit, ce qu'on fait pas avec les spécialistes. Mais aujourd'hui, on a de toute façon pas assez de médecins généralistes. Donc les obliger à s'installer, ça va pas résoudre grand chose en vérité. Non, puis ce que tu disais est très vrai, c'est-à-dire que la mentalité a changé. Le médecin généraliste, moi le mien, il faisait 70 heures par semaine. Moi je me souviens du médecin généraliste chez mon grand-père qui arrivait à 21h, 21h30, 45 heures maxi. Enfin 70 heures matin, midi, jour et nuit, week-end compris, c'est terminé, c'est fini. Et je reprends, effectivement, vous parlez de clientèle, c'est une patientèle. Une auditrice me dit la clientèle, une marchandise, à ce jour la clientèle change de médecin comme bon lui semble. C'est politiquement correct. Je m'appuie sur le politiquement correct en disant que c'est une passion. Là, c'est en marge du débat, c'est que c'est une profession qui s'est féminisée, Avant, le médecin de famille, il avait sa femme qui faisait le secrétariat, qui était à la maison. Aujourd'hui, les femmes, elles ont des enfants, elles ont la charge souvent du foyer. On peut pas demander ce que faisaient les médecins traditionnels. Mais on avait Yves Damécourt l'autre jour qui nous expliquait qu'il avait contourné l'ARS, qui était une usine à gaz, pour monter une maison de santé où ils ont trouvé des logements, où ils ont tout organisé en fait pour les médecins, et ils ont réussi à recruter des médecins dans des communes où il y en avait pas. Mais il y a même des communes qui salarient les médecins chez nous. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises, mais de toute façon, le problème de base, c'est qu'on ne forme pas assez de médecins généralistes. Donc on essaye de. Tout le monde pose des bouts de sparadrap sur des jambes de bois, mais tant qu'on n'aura pas remis une vraie prothèse digne de ce nom avec un suffisamment important de médecins généralistes, ça va toutes les mesures. Ça va prendre énormément de temps. Il faut travailler sur l'attractivité de la médecine généraliste. Il faut travailler sur l'attractivité. C'est ce que les élus locaux ont fait en grande partie, notamment dans ces zones-là où ils sont plus exposés que les autres, parce que je peux vous dire que effectivement en Creuse, avec une population qui de plus une des plus âgées, qui a fortement besoin de la médecine et notamment de la médecine générale, ça devient c'est la première source de préoccupation. Et aujourd'hui, on a des gens qui renoncent à se soigner faute de médecins, qui abandonnent, qui renoncent carrément. Vous avez une partie des familles qui viennent chez le dentiste à Paris aujourd'hui. Vous avez des familles de Creuse aujourd'hui qui prennent le train sur la journée pour venir chez le dentiste à Paris parce que c'est plus possible. Il dit il n'y a plus de curé, il n'y a plus de médecins, c'est la cata. Et quand les trains fonctionnent. Quand les trains fonctionnent, oui. Je rappelle et je redirai, puisque c'est Rémi Branco qui nous a dit, il a fait partie de ce train où il y avait des élus, où il y avait 500 élus. Oui, mais on est sur la même ligne avec Rémi, c'est la ligne Polt. Mais personne ne les a reçus à l'Élysée. Pour le coup, on reçoit un djihadiste, mais on ne reçoit pas les élus. Je fais du mauvais esprit. Ils n'ont pas été bien reçus au ministère des Transports non plus, d'ailleurs. Non, mais ils ont été très mal reçus. Je connais bien Rémi et on est sur la même ligne à Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Donc je connais bien la problématique. Le train, quand il a moins d'une heure de retard, il est à l'heure, quoi. Quand il roule. Voilà. Le conclave, ça vous inspire quoi, Arnaud Benedetti? Début du conclave aujourd'hui. C'est un moment important. Ouais. C'est un moment très important avec des enjeux qui sont des enjeux très politiques. Je veux dire, on peut imaginer que entre ce que l'on appelle, on a une lecture qui est très laïque de cette affaire, entre progressistes et conservateurs. Je suis pas sûr que ça soit véritablement une grille d'analyse qui soit forcément pertinente, mais on imagine bien qu'il faudra qu'il y ait une synthèse entre ce pape qui a été un pape un peu différent quand même de Benoît XVI, même fortement différent, et toute une branche de l'Église qui est une branche de l'Église beaucoup plus conservatrice et qu'on retrouve beaucoup en Afrique, notamment, entre autres. Donc, est-ce qu'on aura un pape de synthèse? C'est un vrai sujet. Le pape François était très conservateur sur un certain nombre de sujets de société. Par exemple, sur la question sur l'avortement, il était très conservateur. Comment pouvait-il en être autrement? Sur d'autres sujets, il était moins conservateur. Sur l'immigration. C'est surtout que la curie romaine veut reprendre la main et que c'est elle qui va faire le nouveau pape, à mon avis.
Philippe, parce que ça fait déjà 2 papes qui lui échappent un peu. Et à mon avis, Benoît XVI, c'était le pape de la Curie. C'est le pape de la Curie. Oui, moi, ça me fascine. Oui, moi aussi, je trouve ça assez fascinant. Mais vraiment magnifique. C'est fascinant. Quand vous voyez les images et cette c'est la force. Cette tradition, en fait. La fumée. Ces cardinaux habillés en rouge qui rappellent la couleur du sang parce qu'ils pourraient mourir pour le pape et tout. Moi, je trouve qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'aura pas le même final que le film Conclave. Non, ça, je peux le parier. C'est à peu près tout ce que je peux dire aujourd'hui. Il faut le voir, ce film. Il est magnifique. Non, le film est très beau. Et puis, je ne sais plus qui nous avait conseillé de voir Les Deux Papes aussi. Très beau film. On est dans le même. On verra. Est-ce qu'il y aura un pape? Est-ce que le président de la République a intrigué, comme on l'a dit? Ça, c'est du pipeau. Enfin, si on écoute un peu tout ce qui se dit, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment que le président de la République n'a aucune influence sur le conclave et qu'il n'en aura aucune. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut avoir un pape français? C'est le pari de Jean-François Colosimo qui considère que Monseigneur Aveline a ses chances. Nous verrons. On verra. Parce qu'on est encore il parle pas bien italien. De ce que je sais, il a fait partie d'une homélie en italien il y a 24 heures qui était en progrès, me dit-on. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Non, je pense qu'il lui manquera quelques voix quand même. Et on rappelle que Boualem Samsal est toujours détenu en Algérie, qu'il faut se mobiliser, ainsi que Cécile Collère et Jacques Paris qui sont en Iran depuis 3 ans, enfermés dans des geôles sans lumière, sans fenêtre, avec lumière artificielle. Et que M. Al-Shahra est reçu. Voilà. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.